Bonjour à tous et bienvenue dans ce bel amphithéâtre bien frais, comme le disait Erwin. D'abord, je me permets de remercier les organisateurs de cette journée, donc du colloque lui-même, mais surtout tous ceux qui ont participé à cette prospective. Alors les équipes de la DEPE de l'INRA, bien sûr, les équipes d'Agrignum, le comité de suivi, le groupe d'experts et l'équipe projet. Je pense que les uns et les autres sont présents parmi vous et que ce sera une bonne occasion de discuter de la conduite de cette action à travers le temps, puisque ça a été lancé il y a déjà un petit moment. Et cette journée, finalement, je trouve que c'est une chance extraordinaire d'y participer, parce que ça va vous permettre de réfléchir collectivement à ce qu'on appelle le numérique. Le numérique qui, vous l'avez tous constaté dans votre vie quotidienne, change les approches de tout, mais notamment les approches de nos métiers. Vous parlerez cet après-midi plus particulièrement au cours de deux tables rondes, à partir d'expériences de praticiens des métiers et des approches en enseignement supérieur, des métiers et des approches en recherche. Elle change les rapports économiques, les rapports sociaux. Vous allez parler de la valeur des données, vous allez parler de grands acteurs privés, des rapports publics-privés qui sont en filigrane derrière ce sujet important. Et l'exposé d'Antonio Casilli que vous allez avoir ce matin va être un peu sur ce rapport numérique et société. Finalement, qu'est-ce que ça peut changer ? Et c'est le numérique, ça va jusqu'à changer nos raisonnements cognitifs. Donc pour des gens qui travaillent dans la formation et dans la recherche, c'est particulièrement important. On utilise ce mot un petit peu curieux d'abductif, donc qui s'ajoute au raisonnement inductif et au raisonnement déductif. Alors c'est cet abductif qui en fait permet d'inférer des causes probables à des faits observés et qui aboutit à des énoncés plausibles. Et c'est-à-dire qu'avant de passer aux phases classiques de Bachelard, Bachelard doit se retourner dans sa tombe, avant de passer aux phases classiques, on a finalement cette source supplémentaire, potentielle et réelle, maintenant qui, je ne sais pas quelle part dans la recherche, Philippe, ça occupe désormais à l'INRA, mais qui va ajouter aux énoncés qui naissaient du cerveau ou de l'observation, enfin de tous les travaux classiques de la science, ça va ajouter des hypothèses qui n'étaient pour certaines pas dans le paysage. Et donc c'est particulièrement important, je pense, pour vous tous, de partager vos expériences sur ce que ça change de fait dans la pratique quotidienne de chacun d'entre nous. Et c'est pour cela, n'est-ce pas Philippe, que convaincu que le numérique était un changement profond, on utilise le mot de révolution et aujourd'hui on réfléchit à la transition, puisque c'est quelque chose qui va toucher beaucoup de domaines. Nous avions lancé, peu après la mise en place d'Agrignum, une réflexion sur le numérique et nos métiers, le numérique et l'enseignement supérieur essentiellement, en créant le groupe numérique. Alors j'espère qu'il y a plusieurs membres. Enfin, j'ai vu qu'il y avait déjà dans les tables rondes plusieurs des membres de ce groupe initial. Pourquoi ? Parce que dans chacun des établissements supérieurs, il n'y avait pas beaucoup de spécialistes et de porteurs du numérique en tant que tel, en tant que sujet numérique. Beaucoup de praticiens, mais pas beaucoup de porteurs. Et qu'au fond, ils ont trouvé dans ce groupe un collectif au sein duquel ils pouvaient partager ce qu'ils avaient fait, leurs difficultés, leurs acquis, et donc diffuser ces acquis. Alors pour l'enseignement supérieur, donc Agrignum a 14 membres de l'enseignement supérieur, sans compter désormais les membres associés, puisque plusieurs universités ont demandé, en France et à l'étranger, ont demandé à être membres associés à Agrignum. Au fond, nous avons lancé une réflexion inter-établissement d'enseignement supérieur avec ce groupe des correspondants numériques. Mais plus que cela, l'idée, c'est d'accompagner cette transition numérique des 14 établissements membres, potentiellement si ça les intéresse, puisqu'ils choisissent toujours les groupes auxquels ils participent quand ils deviennent associés. Nous avons travaillé sur l'enjeu premier, le plus visible, l'immédiat, ça a été la création de cours en ligne, ce qu'on appelle les MOOC, parce que c'est plus facile à dire, on n'a pas inventé l'acronyme français, et avec désormais 25 MOOC à l'acquis d'Agrignum et de ses membres. Et on peut le dire, Philippe, désormais plus de 100 000 apprenants
qui ont suivi les cours en ligne disponibles sur AgriNU, donc l'université collective des MOOC d'Agrinium. Et puis, deuxième étape, après la mise en place de ces MOOC, qui sont donc à la disposition d'apprenants et qui organisent des sessions que les enseignants-chercheurs, notamment, qui ont participé à leur conception, je me souviens de Montpellier Supagro à l'époque, qui se demandaient comment intégrer ces MOOC à la pratique des enseignants-chercheurs et qui avaient trouvé comment impliquer les élèves, les étudiants dans ces MOOC, parce que ça permet d'en faire un des attributs des heures que les enseignants-chercheurs mettent dans ces efforts particuliers. Et comme c'est comme ça que se mesure le travail, je vois certains d'entre vous qui approuvent des enseignants-chercheurs, c'est important de savoir comment intégrer ça aux heures de service de l'enseignant-chercheur. La deuxième étape, bien sûr, ça a été AgriNCamp, donc après les MOOC, AgriNU, AgriNCamp, qui produit des modules de formation à partir de la recherche. Et c'est extrêmement, je vous cite 2 exemples parce que ça illustre tout de suite l'intérêt de ce genre de rapprochement. Ce que vous avez appelé Gascon, pour que ce soit facile à dire, mais qui au-delà de Gascon, c'est la gestion des ravageurs à l'échelle des paysages. Et là, on voit bien l'apport que les chercheurs peuvent avoir pour créer ce genre de module de MOOC accessible. Et où le deuxième exemple, qui est aussi intéressant, c'est la modélisation des process de transformation dans le secteur alimentaire. Et là aussi, connaissant les forces, notamment à l'INRA, mais dans les autres instituts de recherche, on voit bien les apports que la recherche peut avoir à cette transformation pédagogique. Et ça fait évoluer d'une certaine manière à la fois la pédagogie, mais aussi, et je pense que c'est pour ça que notre dialogue, Philippe, est intéressant en introduction, la participation des chercheurs dans l'enseignement. On avait déjà l'époque, bien sûr, du chercheur encadrant d'un thésard, l'époque des UMR, enfin, on pourrait recréer l'histoire des intimes relations désormais entre recherche et enseignement supérieur, même si je suis convaincu à titre personnel que le métier de chercheur doit rester en tant que tel, ne serait-ce que pour garder le temps, parce que j'ai travaillé à l'université à un moment et je pense que la gestion du temps d'un enseignant-chercheur n'est pas la même que la gestion du temps d'un chercheur et qu'il est parfois bon d'avoir le métier de chercheur en tant que tel. Mais là, je me permets de dériver sur une conviction personnelle. Mais enfin, quoi qu'il arrive, l'interaction entre chercheurs et enseignants-chercheurs, entre chercheurs et contribution à la pédagogie, même si l'ingénierie pédagogique relèvera toujours des enseignants-chercheurs, c'est un métier en soi, connaît une nouvelle forme de développement grâce à ces outils numériques et je pense que ça va être un des sujets évoqués tout au long de la journée et en particulier par François Tadei qui très tôt a été assez innovant sur plusieurs aspects, sur les démarches inter-, trans et pluridisciplinaires, puisque l'INRA collabore avec lui depuis plus de 20 ans désormais, mais aussi sur ses réflexions de l'intervention du numérique dans nos métiers. Alors, le colloque d'aujourd'hui, finalement, c'est né de votre idée que ce qui avait été fait dans notre secteur, agriculture, alimentation, environnement, sciences vétérinaires, sciences forestières, je n'oublie pas les forêts, Erwin, bien finalement, ça avait quelque part un caractère assez générique et qu'il était utile peut-être, et j'espère que parmi vous, il y a pas mal de gens d'autres secteurs que les secteurs que nous couvrons au sein d'Agrinium, pour partager les expériences construites et aller au-delà de notre communauté. Donc c'est un plaisir, je pense, de vous accueillir tous et je passe la parole à Philippe Mauguin, président directeur général de l'INRA. Merci beaucoup Marion. Mesdames et messieurs, chers collègues, bonjour. Je suis à mon tour très heureux de dire quelques mots en ouverture de cette journée. Marion Guilloux a bien planté le décor. L'enjeu est vaste, alors on pourrait même se demander comment circonscrire sur une seule journée des questions aussi larges que celles qui vous sont adressées dans la commande initiale et dans la restitution. L'impact... Pardon ? Ah oui, c'est bon comme ça. Oui, l'impact, les conséquences du développement de la révolution numérique sur les activités de recherche et d'enseignement supérieur. C'est vrai qu'on considère,
c'est maintenant un fait acquis, central, déjà depuis un certain nombre d'années, que le numérique révolutionne les métiers de la recherche et de l'enseignement supérieur, et on a tous à l'esprit beaucoup d'exemples. C'est vrai dans tous les domaines de la recherche, pas spécifique à notre secteur, mais c'est aussi vrai dans les secteurs de l'agriculture, de l'alimentation, de l'environnement, de la santé, de la forêt, où on est confronté, alors c'est plutôt une opportunité d'ailleurs, c'est perçu comme une opportunité, les apports du numérique, pour traiter davantage de données. On s'adresse à des questions, à des objets qui sont compliqués, des enjeux sociétaux qui le sont pas moins, avec des approches pluridisciplinaires, adresser la question de l'impact du dérèglement climatique sur les sols, l'agriculture, la relation entre le microbiote de l'intestin, la santé de l'homme à l'échelle d'une vie. La question des forêts et de leur relation avec la biodiversité, le climat, les modalités tout ça, c'est des questions très compliquées. Et on voit bien et c'était déjà le cas avant la révolution du numérique, un gros travail avait été fait par nos chercheurs pour avoir des plateformes, des observatoires, et donc accumuler des données, gros travaux aussi de modélisation, comment on interprète les données, et là, on a changé de magnitude probablement. Donc c'est à la fois une opportunité, ça questionne progressivement, puisque ça prend de plus en plus d'ampleur, l'ensemble de l'organisation scientifique. Et y compris la dimension des ressources humaines, dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Si on regarde l'évolution des recrutements à l'INRA, depuis que tu l'as dirigé jusqu'à aujourd'hui, on a développé un gros effort de gestion prévisionnelle des compétences entre la DRH, les départements scientifiques, pour que les départs en retraite soient anticipés, renouvelés, et pas forcément dans la reconduction à l'identique des compétences, bien au contraire. Quelles sont les compétences dont on aura besoin demain? Et ça fait déjà un certain nombre d'années que nos départements scientifiques, et bien au-delà du département mathématiques, informatique, évidemment, mais tous les autres, ont placé de plus en plus haut la compétence mathématique, informatique, modélisation et bioinformatique. Et c'est les premières compétences recrutées à l'INRA aujourd'hui. Les années 2000, ça devait être les généticiens, la biologie moléculaire qui montaient. Les années 80-90, les agronomes, les économistes, puis le génie des procédés. Là, on est vraiment dans un moment qui risque de durer encore un certain nombre d'années où maths info vont diffuser dans l'ensemble de la communauté scientifique. Donc, ça va nous permettre probablement de faire des nouvelles avancées sur ces fronts de sciences pluridisciplinaires pour mieux répondre à ces enjeux sociétaux majeurs. Donc c'est le côté très positif de cette dynamique, avec aussi des formes de collaboration originales, les Living Labs, on y reviendra aussi probablement. Mais ça pose aussi des questions d'évolution des métiers, des questions d'attractivité. C'est le cas pour l'INRA, c'est le cas pour le CNRS, c'est le cas pour l'INRIA, pour toute la communauté scientifique, pour recruter des jeunes data scientists face aux GAFA, face aux startups, face à tout le secteur qui est lui-même en train de faire sa propre révolution numérique. C'est de plus en plus tendu et compliqué. Alors évidemment, je vous rassure ou je vous déçois, l'INRA ne va pas rentrer dans la course au salaire avec Google. Et donc il faut déjà évidemment attirer les jeunes chercheurs pour autre chose que pour de l'argent, même si la question quand même des faibles niveaux de rémunération de la recherche est posée et qu'on va la poser au pouvoir public dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, on ne le fera pas que là-dessus. Donc ce qui peut nous aider, c'est la qualité de nos recherches, c'est l'ouverture, c'est la liberté, c'est les thèmes, c'est les enjeux sociétaux, mais en tous les cas, on a cette réflexion à avoir de la façon dont on va pouvoir durablement recruter en France et dans le monde entier les meilleurs scientifiques dans ces domaines. Est-ce que ça met en risque, c'est une question peut-être rentrée que pourraient se poser certains chercheurs, comment on va évoluer et comment le rapport de compétitivité scientifique dans les 10 prochaines années va évoluer entre ceux qui accumulent les données. L'INRA est bien placé, on le sait, dans la communauté internationale avec notre appareillage, nos unités expérimentales, nos plateformes,
fait partie des organismes qui avons des données de qualité nombreuses. On va essayer de continuer de le faire. Donc, est-ce qu'il va y avoir des équilibres ou des rapports de force entre ceux qui captent les données, ceux qui les traitent, ceux qui les interprètent? Est-ce que demain ou après-demain, l'intelligence artificielle aura fait des tels progrès qu'on aura de moins en moins besoin d'intelligence humaine pour les interpréter? Je ne le pense pas personnellement. Je ne le souhaite pas non plus, vous non plus. Je pense qu'on a justement des champs de recherche qui sont d'une telle richesse, d'une telle diversité, d'une telle complexité, que même avec de l'algorithmique, du data mining et tout ce qu'on veut, on aura besoin de compétences scientifiques qui seront à la fois en maths et info, mais en connaissance des sujets. Et ça va être, c'est quelque chose qui est assez fort. Alors, on a cette question donc des outils puissants de collection, de traitement des données, des nouveaux champs de recherche que ça ouvre. Évidemment, le sujet d'aujourd'hui va plus loin. Les réseaux sociaux commencent de bousculer aussi un petit peu les activités de recherche de nos équipes. Plus globalement, la science ouverte, qui est une priorité portée par notre ministre Frédérique Vidal, portée par la Commission européenne, avait été aussi assez anticipée au sein de l'INRA par Olivier Le Gall et les équipes, puis par Christine Cherbu qui s'exprimera pour essayer d'avoir une politique propre en faveur de la science ouverte. Et on va profiter de la fusion au 1er janvier INRA-IRSTEA pour faire plein de choses mieux, je pense, j'espère, et notamment on a décidé de créer une direction pour la science ouverte qui va porter cette politique. Donc, ce sera quoi un article scientifique dans 10 ans? Ça sera quoi une revue scientifique dans 10 ans? Quel impact sur l'évaluation des chercheurs? Enfin voilà, on voit toute une série de questions qui se posent si on veut avoir une démarche prospective qui vont profondément irriguer et modifier notre activité. Donc c'est ça qui nous avait conduit, tu l'as rappelé Marion, à porter cette commande ensemble. Il y avait la réflexion d'Agrinium, une réflexion qui était portée au sein de l'INRA par la DRH et le délégué à la transition numérique. Et en fait, en discutant, on s'est dit, quand même, ça fait sens de le faire ensemble, avec en particulier la continuité que tu rappelles, qui est de plus en plus forte dans nos métiers, entre recherche, enseignement supérieur, et l'engagement de nos chercheurs dans les MOOC et dans toutes les activités des établissements d'Agrinium le montre. Voilà, donc un gros boulot a été fait. Qui va vous être présenté, dévoilé aujourd'hui. 18 mois de travail, 12 experts, la DEPE à la coordination, une équipe projet INRA Agrinium, un comité des commanditaires, donc un petit écosystème qui s'est mobilisé tout au long de ces 18 mois pour essayer de partir de ces questions-là, de les organiser en démarche prospective avec des scénarios, plus ou moins optimiste, plus ou moins pessimiste. Et l'idée, c'est que ça se traduise avec des enseignements pour l'action, évidemment. Donc pour la stratégie de tous les établissements de membres d'Agrinium, pour Agrinium en tant que fédération, et puis aussi, bien sûr, pour l'INRA. INRA est demain. On va démarrer avec Christine à l'automne la réflexion sur le nouveau projet stratégique de INRAE 2030. Et il est très vraisemblable que le numérique et la science ouverte auront une place forte à l'intérieur de ce projet stratégique. Donc j'espère qu'on va pouvoir cueillir les fruits de vos débats et par avance, je vous en remercie.